Simon Gignac, bonsoir. Bonsoir. Donc, Ottawa qui annonce 101 milliards de dollars en investissement de toutes sortes pour les 3 prochaines années. On sait que plusieurs analystes estiment que la relance post-COVID va être plus rapide et plus robuste que prévu. Est-ce que le gouvernement Trudeau a trop dépensé? Est-ce qu'il y a des risques d'inflation au pays? Bien, je dirais pas qu'il y a trop dépensé parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes avec les variants. Comme vous savez, c'est un sourd accord entre les variants et la vaccination. Donc, puis là-dessus, dans le 100 milliards, il y a pas loin de 30 milliards là, que c'est pour venir en appui, là, soutien aux entreprises, prolongement des subventions salariales, soutien aux individus également. Donc, là-dessus, je pense que je suis pas trop sévère. Malheureusement, les provinces sont un peu laissées de côté parce qu'ils s'attendaient à avoir plus de sous pour les soins de santé. Par contre, si on regarde en pourcentage de l'économie, en fait, les projections budgétaires, c'est un plan budgétaire qui me rassure et crédible. On voit sans doute la marque de Michael Sabia, parce que dans 5 ans d'ici, on reviendra à un déficit d'environ 30 milliards, c'est-à-dire un déficit d'avant la pandémie. J'aimerais vous entendre sur la pièce de résistance de ce budget avant de parler du déficit. On sait que pour les femmes qui ont été grandement affectées par la pandémie, on annonce donc un réseau pan-canadien de garderies, 30 milliards de dollars sur 5 ans et par la suite 8,3 milliards de dollars chaque année sur une base permanente. Et on nous promet donc que d'ici 5 ans, les parents canadiens devraient avoir accès à des garderies à 10 dollars par jour. À quoi on peut s'attendre comme impact économique d'une telle mesure, d'un tel programme au Canada? Mais on s'inspire du Québec. Hein. Si on regarde le programme qui est en place déjà depuis plusieurs années, il faut remonter à Pauline Marois, en fait. Le taux de participation des femmes a augmenté substantiellement. Et si on compare encore aujourd'hui le taux de participation des femmes âgées de 25 à 50 ans au Québec avec le taux de participation en Ontario, on est 6% plus élevé au Québec. Donc, sur le coup, ça coûte des sous, ce programme-là de garderie. Au niveau fédéral, là, ça va être un 8 à 9 milliards supplémentaires par année les premières années, mais par la suite, ça s'auto-finance jusqu'à un certain point par la participation des femmes sur le marché du travail qui est accrue, qui paie des impôts. Donc, et en plus, c'est un budget inclusif, parce que vous l'avez mentionné, Esther, en fait, les femmes ont été beaucoup plus touchées par cette pandémie-là que les hommes. Donc, là-dessus, c'est à la fois un budget inclusif, mais aussi créatif et innovant, puisqu'on extensionne l'expérience québécoise à l'ensemble du Canada. Justement, sur l'impact de ça sur le Québec, il y a déjà son propre programme depuis 1997. Bon, on sait qu'il y a le droit de retrait avec pleine compensation financière. Ça veut dire quoi? Ça va vouloir dire quoi concrètement pour le Québec? Bien, pour le Québec, il va y avoir sans doute un droit de retrait compensation financière de l'ordre de 2 milliards par année. Donc, 2 options possibles. Monsieur Éric Girard pourrait arriver vers l'équilibre budgétaire plutôt que prévu en l'affectant directement au déficit, puisqu'il existe déjà ce programme-là, ou au contraire, accélérer le nombre de places au niveau de garderies. Donc, je pense qu'il va y avoir un débat qui va avoir lieu, beaucoup de représentation du côté des garderies pour qu'on investisse davantage au niveau des garderies que de réduire carrément le déficit budgétaire. À suivre. Donc, à suivre, effectivement, on va voir ce que le Québec va faire avec ces sommes-là. Sur le déficit, maintenant, Ottawa, le chiffre à 354 milliards de dollars cette année, puis il va diminuer par la suite. En fait, c'est important, c'est un déficit historique, mais quand même, c'est moins important que ce à quoi on s'attendait. Plusieurs s'attendaient à ce que ce soit jusqu'à 400 milliards de dollars cette année. Est-ce que, dans les circonstances, on peut parler d'une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, on a une reprise en forme de V. Évidemment, c'est pas tout le monde et tous les secteurs qui y participent, mais une forte reprise économique où il y a des secteurs d'activité qui, en fait, tournent à plein régime. Donc, une économie très forte. 350 milliards pour les gens qui nous regardent, nous écoutent. Ça, c'est environ 15 à 16 de l'économie, là, un déficit annuel. Il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale pour avoir ce type de déficit-là. Mais la bonne nouvelle, Esther, c'est que ça va diminuer rapidement. La prochaine année, ça va être encore élevé. On parle de 150, 160 milliards, mais par la suite, on diminue rapidement parce que beaucoup de programmes qui sont non récurrents et l'économie s'accélérant, les recettes fiscales s'accélèrent et les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas que ce qui était il y a plusieurs années. Donc, c'est rassurant de voir qu'on retourne pas à l'équilibre budgétaire tout à fait, mais quand même pas très loin, là, 1% du PIB, 30 milliards, c'est tout à fait gérable, là. Puisqu'on parle du PIB, justement, on sait que le gouvernement Trudeau s'appuie davantage sur le ratio de dette-PIB pour déterminer la santé de l'économie financière, de l'économie canadienne. Ottawa calcule que ce ratio de dette-PIB va être de 50% dans les prochaines années, alors qu'il était à 30% avant la pandémie. Est-ce que c'est gérable?
Oui, en fait, quand on regarde les chiffres juste au Canada, ça peut faire peur, passer de 30 du PIB à 50 du PIB en l'espace de 2 ans uniquement. Mais quand on se compare, on se console parce que tous les pays du G7, de l'OCDE, ont dû, en fait, intervenir massivement pour éviter que cette récession-là, causée par la COVID-19, ne dégénère en dépression. Donc, c'est les gouvernements qui ont, en fait, emprunté et les ménages ont pu épargner à ce moment-là. Il y a beaucoup d'épargne qui est sur les lignes de côté. Et encore à 50 du PIB, Esther, on va être le ratio parmi le plus faible au niveau du G7. Donc, c'est très gérable. L'important, c'est qu'on retourne vers une trajectoire de décélération au niveau du ratio d'endettement. Et on prévoit là, que dès 2023, le ratio d'endettement va se mettre à diminuer de nouveau. Et pour ça, le gouvernement mise sur une réouverture complète de l'économie canadienne d'ici à cet été. Est-ce que c'est réaliste, Clément Gignac? Bien, c'est là qu'est le facteur de risque. C'est pas une science exacte. Là. Ça fait 12 mois qu'on voit aller ça. Là, tout à coup, il arrive des nouveaux variants. On ouvre, on referme. Est-ce que ces vaccins-là vont être tous efficaces là, avec les nouveaux variants qui s'en viennent? Et c'est pour ça que je pense que ça a été sage et pragmatique de la part du gouvernement libéral de prolonger d'un autre 3 mois la subvention salariale, les prestations d'assurance d'emploi, les bonifier également. Et qui s'est rendu à la fin septembre, si les choses ne se sont pas améliorées autant que prévu, on aura peut-être une extension. Et gardons l'esprit, il faut être réaliste, un gouvernement minoritaire, on pourrait peut-être penser à des élections. Donc, c'est certainement pas le temps de parler d'austérité. Il faut être pragmatique. Sur les taux d'intérêt, avant de parler des possibles élections, le gouvernement dit dans ce budget on peut dépenser parce que les taux d'intérêt vont rester bas encore un bon bout de temps. Est-ce que vous êtes confiant finalement que les taux d'intérêt vont rester encore bas un petit bout de temps, un bon bout de temps? Oui, parce que les banques centrales ont tiré leçon de l'expérience, la récession financière, la crise financière 2008-2010. Il avait remonté un peu trop vite les taux d'intérêt à ce moment-là. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est le cas. Et gardons à l'esprit que le service de la dette est beaucoup plus gérable. Je ne parle plus du ratio d'endettement, je parle du service annuel de la dette. En fait, le 25 ans, c'était environ 38 sous par dollar de recette là, qui devait être pour payer les banquiers. Maintenant, c'est 8 sous seulement par dollar de recette. Et avec des taux d'intérêt qui devraient demeurer bas encore un autre 2 ans. Donc, on est capable de faire cette transition-là. On a intervenu massivement pour cette pandémie et là, on reprend un plan de match plus crédible et d'assainissement des finances publiques éventuellement. Mais c'est pas un budget d'austérité, c'est un budget pour aussi contrer les inégalités. On a parlé des femmes qui ont été touchées par la pandémie, l'allocation canadienne des travailleurs qui est bonifiée également et les personnes de 75 ans et plus, on rectifie là, un correctif où on était moins généreux que les autres pays. Donc, c'est un budget musclé, mais aussi de relance inclusive que j'appellerais. Un budget qui répond aux nécessités de l'économie canadienne ou aux nécessités d'un gouvernement qui se prépare à aller en élection, en terminant? Évidemment, parce que quand on parle là, que c'est au mois d'août, sauf erreur, que les 75 ans et plus vont avoir un beau chèque transféré directement de leur compte, on ne peut pas faire abstraction du fait que ça ouvre des options possibles. Et surtout, si le taux de vaccination est rendu à 75-80 on va voir, mais clairement, là, on sent que le gouvernement se donne des conditions gagnantes, si vous voulez, pour avoir une fenêtre possiblement pour l'automne. Clément Gignac, économiste en chef à l'Industrielle Alliance, groupe financier. Merci beaucoup. Au plaisir.